Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de Paleo World qui sera consacré aujourd'hui à l'évolution. Pour le premier épisode destiné à ce sujet, il sera intéressant de bien définir ce qu'est l'évolution. L'évolution, telle que la science la définit aujourd'hui, est une synthèse du courant néo-darwiniste. Elle s'inspire donc des travaux de Darwin pour expliquer la préservation des caractères transmis par la reproduction, et c'est pour cela que je serai accompagné de Giganto de la chaîne Motosport Gigantoraptor. Pour vous servir. Et s'inspire également des travaux de Mendel pour expliquer l'origine génétique et l'expression de ces caractères. Et c'est pour cela que je serai accompagné de Tania Louis de la chaîne Biologie Tout Compris. Salut, salut. S'il y a des créationnistes dans la salle, remballez vos commentaires haineux puisque, comme je l'ai expliqué, l'évolution s'intéresse à l'origine et à la transmission des caractères acquis par l'espèce, ou à un ensemble d'espèces au cours du temps. Sinon, le titre de la vidéo aurait été Origine de la vie ou Introduction à l'origine de la vie, etc. Et non, ce n'est pas incompatible d'être créationniste et en même temps évolutionniste, puisque l'évolution s'oppose surtout à la théorie fixiste, théorie qui proclame que les espèces sont immuables, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, dans leur caractère et dans leur forme. Vous présenter la théorie de l'évolution point par point, que je vais essayer de faire, revient donc à décribiliser la théorie fixiste point par point. S'il y a des fixistes dans la salle, remballez vos commentaires haineux et ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. J'aime pas vraiment répéter plusieurs fois la même chose. Sur une chaîne qui s'appelle Paleo World, vous vous doutez bien qu'on va commencer par les fossiles, les objets étudiés en paléontologie, puisque les fossiles nous montrent effectivement que des espèces aujourd'hui disparues ont peuplé autrefois cette planète, elle-même bien différente. La répartition de ces fossiles autour du monde et sur plusieurs formations géologiques nous révèle que ces espèces sont bien apparues, ont vécu, puis disparu, pendant un laps de temps plus ou moins long, dans des écosystèmes qui ont eux-mêmes disparu. Si vous trouvez des coquillages sur une montagne, dans une roche à 5000 mètres d'altitude, vous avez deux solutions. Soit une civilisation ancienne s'est amusée à transporter des tonnes et des tonnes de coquillages en haut de cette montagne pour les enterrer ensuite sous des kilotonnes de terre, drôle de délire mais pourquoi pas. Soit vous en conclurez que cette montagne n'a pas toujours été une montagne, mais un fond marin sur lequel les espèces sont mortes et ont fossilisé avec le temps, et que c'est le mouvement des plaques tectoniques qui ont déplacé ces roches à 5000 mètres d'altitude. Pour certains, la première solution serait peut-être plus plausible, plus facile à expliquer, en tout cas, mais cela serait oublier bien vite que l'on trouve des fossiles sur toute la surface du globe et que la science moderne est capable de dater assez précisément l'âge des roches. Et que ces roches se sont formées avec les fossiles eux-mêmes. Là, on reboot sur le premier Paleo World qui était consacré au processus de fossilisation. Donc si une roche est datée de 70 millions d'années, on en conclura que les fossiles que l'on trouve à l'intérieur de cette roche sont également âgés de 70 millions d'années. Je ferai certainement une vidéo plus tard sur la datation relative et absolue. Ça sera beaucoup plus clair. Les premiers hominidés étant apparus il y a près de 7 millions d'années, vous serez d'accord de prendre les fossiles pour ce qu'ils sont, la preuve de l'existence passée d'organismes aujourd'hui disparus. Là où ça devient intéressant, c'est que l'on va observer des périodes où des populations vont être privilégiées par rapport à d'autres. On a vu que le Paléozoïque était la période des trilobites et des premiers poissons, tout comme le Mésozoïque était la période des dinosaures et des ammonites. Quant au Cénozoïque, il marque l'essor des mammifères, et dans une moindre mesure, celle des oiseaux. Cela dit, même si on observe l'apparition ponctuée de diverses espèces, cela n'est toujours pas un argument en faveur de l'évolution. Le grand Georges Cuvier, par exemple, était un adepte de la théorie dite catastrophiste, théorie selon laquelle il y a eu plusieurs créations successives, divines, sans aucune évolution. Ce qui n'a pas empêché l'église de lui tomber dessus quand même parce qu'elle n'était pas tellement emballée avec cette histoire de création à répétition. Mais alors, Georges Cuvier, père de la paléontologie, fixiste et créationniste, toute la théorie s'en trouve chamboulée. Pas du tout en fait, puisque Georges Cuvier vivait avec son temps, et il s'intéressait surtout aux grands vertébrés. De plus, à cette époque, on ne disposait pas d'autant de fossiles de ces animaux qu'à l'heure actuelle. Georges Cuvier avait donc la vision de divers groupes, apparaissant et disparaissant au cours du temps. Comme si Dieu jouait à SimCity ou Sport et qu'il changeait de partie tous les 100 millions d'années en fait. Là je compare Dieu à un gamer, faudra pas s'étonner que ça tombe dans les commentaires. Dans le même temps vivait Jean-Baptiste Lamarck, qui s'intéressait plutôt aux organismes invertébrés, et qui donc possédait beaucoup plus de matériel que Cuvier, ce qui lui permit de voir des animaux qui semblaient évoluer au cours du temps. Le mot était lancé. En classant ces découvertes en fonction de leur âge, il constata que des animaux à la morphologie proche semblaient se différencier petit à petit de leurs modèles plus anciens. Les organismes évoluent. Il va développer la théorie transformiste en y incluant ses propres idées.
Giganto? Pour simplifier, Lamarck estimait que les animaux évoluaient toujours vers plus de complexité et qu'ils évoluaient pour correspondre à leur environnement. Autrement dit, selon Lamarck, le cou des girafes va devenir grand tout simplement parce que les arbres sont grands. Mais n'est-ce pas un peu court, jeune homme? Vous imaginez que si je pose cette question, c'est qu'il y a un problème avec la formulation, et pas des moindres. Par la suite, Charles Darwin va développer dans ses textes la théorie qui sera le moteur principal de l'évolution, la sélection naturelle par la reproduction. C'est l'environnement qui exerce une pression sur les organismes qui, au fil des reproductions, vont développer aléatoirement des caractères. Ces caractères, s'ils sont adaptés à leur environnement, un meilleur accès aux ressources par exemple, donneront un avantage à l'organisme qui pourra, plus apte à survivre dans son environnement, ainsi les transmettre à ses descendants. Pour l'expliquer simplement, voici un exemple très basique de sélection naturelle. Prenons une population d'animaux X, herbivores. Maintenant, ajoutons une population d'animaux Y, se nourrissant des animaux X juvéniles. Imaginons qu'un jour, un petit animal X naisse avec une mutation génétique et soit doté d'une peau moins visible. Il aura donc plus de chances de survivre et de se reproduire et de transmettre ses caractéristiques, dont sa mutation, à ses descendants. Certains de ses descendants, à leur tour, auront cette mutation, et le schéma se répétera. Au bout d'un moment, si la mutation est suffisamment efficace, une majorité de l'espèce aura cette mutation. À l'inverse, si l'organisme cumule des caractères qui le désavantagent par rapport à son environnement, et surtout par rapport à ses pairs, il aura moins de chances de survivre, il sera désavantagé et ne pourra probablement pas se reproduire, ce qui signifie que la mutation qu'il possède le désavantageant disparaîtra. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Mais qui dit transmission des caractères sous-entend support de l'information. Les protéines ont longtemps tenu ce rôle avant la découverte de l'ADN, acide désoxyribonucléique. Et avec la génétique arrive l'argument le plus solide en faveur de l'évolution. Et c'est Tania qui va nous expliquer ça. La notion de gène a été formalisée dans la première décennie du XXe siècle comme quelque chose qui contient une information déterminant une caractéristique et pouvant être transmise de façon héréditaire. La grande question à l'époque était de savoir quel était le support de cette information, à quoi ressemblait la mystérieuse chose qui était transmise d'un individu à l'autre. Il a fallu attendre les années 1940-1950 pour que les scientifiques découvrent qu'il s'agit d'ADN. En pratique, l'information portée par l'ADN peut être assimilée à un texte, écrit dans un alphabet qui ne comprendrait que les 4 caractères A, T, C et G. Si l'on compare un génome, c'est-à-dire l'ADN d'une cellule, à une bibliothèque écrite dans cet alphabet, les gènes correspondent à des chapitres des livres de cette bibliothèque. L'ensemble de l'information correspondant au gène d'un individu porte le nom de génotype. Ce génotype détermine les caractéristiques de l'individu, la couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux ou encore son groupe sanguin. L'ensemble de ces caractéristiques porte le nom de phénotype. On schématise souvent en disant qu'un gène correspond à une caractéristique. Le gène de la couleur des yeux, par exemple. Mais en réalité, la plupart des caractéristiques dépendent de l'action combinée de plusieurs gènes. Sauf que, de temps en temps, le contenu de la bibliothèque génétique change. Il peut s'agir de chamboulements catastrophiques, qui en général vont avoir des conséquences néfastes à court terme, ou de toutes petites modifications d'une lettre dans un chapitre d'un livre. On parle alors de mutations ponctuelles. Elles peuvent apparaître pour plusieurs raisons. Parce que les cellules ont été exposées à des substances modifiant l'ADN, qu'on appelle les agents mutagènes. Ou simplement parce que les cellules se sont trompées en recopiant leur bibliothèque. Elles ne se trompent vraiment pas souvent et en plus elles se relisent et se corrigent, mais les bibliothèques à recopier sont tellement énormes qu'il reste forcément des erreurs qui traînent. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 1/3 de lettres en plus dans le génome de la levure utilisée pour faire du pain que dans « À la recherche du temps perdu », œuvre de Proust qui fait partie des romans les plus longs jamais écrits. Le génome humain est 333 fois plus long que ce livre, et certains végétaux ont des génomes 1500 fois plus longs que le roman de Proust. La plupart du temps, les mutations n'ont aucun impact sur l'évolution des espèces. Pour que cela arrive, il faut que 2 conditions soient réunies. Tout d'abord, que ces mutations puissent être transmises à la descendance, c'est-à-dire qu'elles touchent les cellules reproductrices, mais également qu'elles aient une conséquence sur le phénotype. Car les mutations sont une source de nouveauté génétique qui apparaît de façon aléatoire dans le génome. Comme l'expliquait Giganto, leur maintien ou leur disparition dépendent de leurs conséquences sur le phénotype. En résumé, les progrès de la génétique ont permis de comprendre l'origine moléculaire des changements de phénotype observés au cours de l'évolution.
et de confirmer ce que beaucoup avaient ressenti de façon intuitive. Ces changements sont peu probables. Mais, à l'échelle de génomes bibliothèques recopiés de très nombreuses fois, peu probable ne veut pas dire impossible. Au contraire. Et oui, ces changements n'arrivent pas souvent et ils sont même souvent mortels pour l'individu. #cancer. Et c'est pourquoi il a fallu plusieurs milliards d'années pour obtenir des organismes complexes à partir d'organismes plutôt simples. Avec le temps, même les probabilités les plus infimes sont réalisables. C'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle n'a pas été trop compliquée à comprendre. Sinon, rien ne vous empêche de la regarder à nouveau. Un grand merci à Tania et à Giganto qui m'ont aidé à réaliser cet épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné à leur chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Mais vraiment tout de suite. N'hésitez pas à poster un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé ou non. Là, les fixistes, ils vont se lâcher. En général, j'essaie de répondre à tout le monde. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, et surtout de vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.